Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour l'avant-dernier débat de la campagne des municipales, en ce qui concerne le premier tour en tout cas. Après Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Hères, Mélan, Échirolles, Fontaine, Voiron et Sassenage, on s'intéresse aujourd'hui à la ville du Pont-de-Claix. Avant de vous présenter les candidats à la mairie de Pont-de-Claix, voici la carte postale de cette commune signée Lida Badreddine. Le pont de Claix, c'est d'abord un ouvrage d'art qui fut construit au début du XVIe siècle à l'initiative du duc de Lesdiguières pour permettre la traversée du Drac au niveau de la commune de Claix. Classé monument historique, ce pont fait aujourd'hui partie des 7 merveilles du Dauphiné. À la fin du XIXe siècle, une papeterie s'installe à proximité. Pour héberger les ouvriers, une nouvelle commune est créée. Elle s'appellera le Pont de Claix. Elle compte aujourd'hui 11 000 habitants et conserve une forte activité industrielle avec notamment une plateforme chimique axée sur la production de produits à base de chlore qui s'étend sur un tiers du territoire. À noter également la présence du géant américain de technologie médicale Becton Dickinson, plus gros employeur de la ville avec 1600 salariés. La commune, qui a vu l'arrivée du tram en décembre, a entrepris la reconversion de ses friches industrielles. L'ancienne papeterie fermée en 2008 ou les moulins de Villancourt qui hébergeront prochainement un centre de sciences avec un planétarium. Située au bout des 8 km rectilignes du cours Jean Jaurès, la mairie est dirigée depuis 2008 par Christophe Ferrari, l'actuel président de la métropole et ancien membre du PS. L'élection 2020 devrait se jouer à gauche avec face à lui la candidature de la communiste Simone Torres et celle de Julien Dussart qui fut adjoint au maire durant ce mandat. Voilà, et deux de ces trois candidats sont avec nous aujourd'hui. Simone Torres, bonjour. Bonjour. Pour la liste Pont-de-Claix, reprenons la parole. Et Christophe Ferrari, bonjour. Bonjour. Pour la liste intitulée Pont-de-Claix, une ville qui avance. On avait évidemment invité le troisième candidat à cette élection, Julien Dussart, de la liste Agir pour Pont-de-Claix. C'est un pâtissier de 29 ans qui faisait d'ailleurs partie de votre majorité, Christophe Ferrari. Et avant de décider de monter sa propre liste, il a décliné l'invitation. On fera donc un débat à deux. C'est peut-être un avant-goût de ce que vous pourrez suivre sur Télé Grenoble au second tour, où en général les nombres de candidats est moins nombreux. On a tiré au sort, pour que les choses soient dans les règles, le premier à parler, ce sera vous, Christophe Ferrari, pour une petite présentation personnelle. Donc je suis Christophe Ferrari, j'ai 50 ans, je suis né à Lamure, sur le plateau mathésin. Ma profession, je suis enseignant-chercheur, professeur à l'université, j'enseigne toujours d'ailleurs, car j'ai toujours voulu garder cette activité professionnelle. Je suis père de 2 enfants. Je vis à Pont-de-Claix depuis 50 ans, depuis toujours. J'ai été à l'école maternelle des Îles-de-Mars, l'école élémentaire des Îles-de-Mars, le collège des Îles-de-Mars, avant d'aller au lycée à Grenoble, aux Eaux Claires. Donc j'ai fait toute ma scolarité ici, j'ai grandi. Et finalement, cette ville m'a énormément apporté dans ma construction personnelle, à la fois de citoyen, d'individu, mais de militant aussi. Et c'est pour ça qu'évidemment, je me suis engagé dans le militantisme et dans l'action publique. Je n'ai été candidat qu'au mandat de maire. Je n'ai jamais été candidat à d'autres mandats. J'ai jamais été candidat au sénatorial. J'ai jamais été candidat au conseil départemental. Je n'ai jamais été candidat à d'autres élections parce que le mandat de maire est celui qui me passionne. C'est le mandat local et évidemment le mandat intercommunal qui lui est tout simplement associé logiquement. Ma vie, c'est aussi des passions. Une des passions, moi je suis un amoureux de la nature depuis toujours, amoureux de la montagne. J'adore le jardin, j'adore cuisiner, ce qui vient du jardin. J'apprends à tailler les arbres, ce qui est quelque chose finalement de pas si simple que cela, mais des anciens de Pont-de-Claix m'apprennent à faire ces gestes, parce que je trouve que c'est aussi une façon tout simplement d'avoir ce lien avec la nature. Donc moi je suis 100% pour Pont-de-Claix, parce que c'est ma ville de naissance, comme c'est ma ville tout simplement de vie aujourd'hui. Merci pour cette petite présentation complète. Simone Torres, pour qu'on vous connaisse un peu mieux. Simone Torres, j'ai 55 ans, je suis fonctionnaire territorial, je suis issue de la démocratie participative. Je suis fortement engagée dans la vie associative au sein du Travailleur alpin. Le Travailleur alpin, c'est une fête annuelle qui
rassemble à peu près 8000 personnes à chaque fois. C'est notre fête de l'UMA à nous, on va dire, voilà, dans l'agglomération grenobloise. Ça. Et puis, c'est aussi un journal qui me permet d'aller au plus près des gens qui sont dans la vie active ou dans la vraie vie de la région. Donc, ça, je rencontre les acteurs du quotidien. Et puis, j'ai des enfants et des petits-enfants. Très bien. Alors, vous étiez tous les deux déjà en course en 2014, lors du précédent scrutin. Christophe Ferrari en tant que tête de liste et Simone Thorez en tant que colistière. On va revoir les résultats de cette élection en 2014. Alors, il n'y avait eu qu'un seul tour à Pont-de-Claix, puisque Christophe Ferrari, vous l'aviez emporté dès le premier tour avec un peu plus de 50% des voix. Patrick Durand, pour le Front de gauche, avait réuni 30% des voix. C'est la liste à laquelle vous apparteniez, Simone Thorez. C'est ça. Et puis, il y avait une liste d'hiver droite à l'époque menée par Martine Glay qui avait réuni un peu plus de 19% des voix. Cette année, il n'y aura pas de liste marquée à droite, pas non plus pour le Rassemblement national, ni en tout cas de liste affichée pour La République En Marche. Pourtant, ce sont les deux partis qui sont arrivés largement en tête aux dernières élections, les élections européennes, 26% pour le RN, 15% pour La République En Marche. Ça fait quand même un potentiel d'électeurs important à récupérer. Comment vous expliquez, Christophe Ferrari, qu'il n'y ait personne sur cet espace ? En fait, parce qu'une élection municipale, c'est aussi une élection qui parle de personnalité, qui parle de rassemblement de personnalités, tout simplement pour travailler sur un projet avec des valeurs. Bien évidemment, moi je suis de gauche, je ne suis pas encarté dans un parti politique, plus en tout cas, puisque j'ai quitté à l'époque le parti dans lequel j'étais. Sur ma liste, il y a 7 militants qui sont encartés, de la gauche, évidemment, des écologistes et de la gauche dans sa diversité. Sur 35, beaucoup se sentent divers gauche, se considèrent qu'ils sont de gauche. D'autres sont sans étiquette aujourd'hui affirmés. Et il n'y a pas de soutien de parti politique à la liste que je conduis, tout simplement. Mais il y a des personnalités qui soutiennent. Députées européennes écologistes, des collègues écologistes qui soutiennent, radicaux de gauche, des socialistes, il y a des anciens communistes sur ma liste, des anciens militants communistes qui soutiennent. Donc on est aujourd'hui plus dans un rassemblement finalement de personnalités avec des valeurs au service d'eux. C'est pourtant très important d'être finalement clair sur ce qu'on est politiquement. C'est logique, il faut l'être. Et évidemment, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit mon appartenance, que j'étais à gauche dans la construction d'une liste où effectivement une très grande majorité des personnes sont de gauche et l'assument. D'autres se disent, moi cet équilibre-là ne veut plus dire grand-chose pour moi et c'est ainsi, il faut aussi tout simplement le respecter. Pourquoi pas LREM ? Je n'en sais rien. Il y a eu des comités locaux LREM qui ont été créés historiquement au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, les langues se délient actuellement sur Pont-de-Claix, puisque les premiers qui ont créé ces comités-là nous ont expliqué que d'ailleurs, et Julien Dussart et Ali Yayaoui étaient des membres de ces comités En Marche initiaux. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit ? La transparence aurait voulu qu'ils le disent. C'est dommage, on aurait pu s'expliquer aujourd'hui, ils ne sont pas là pour l'expliquer. Après, les choix politiques, c'est une vie et on doit respecter aussi des changements à un moment donné, mais encore faut-il qu'ils les aient assumés. Bon, alors on positionnera peut-être en son nom la liste de Julien Dussart un peu plus à droite. Ali Yayaoui, c'est un de ces colistiers qui est membre également de votre majorité, qui était adjoint au maire au cours de ce mandat. Vous, Simone Thorez, vous êtes à gauche aussi, peut-être plus à gauche cette fois que Christophe Ferrari ? Non, à gauche, oui, plus à gauche, oui, ça c'est sûr, mais à gauche et qui assume d'être à gauche. Après, moi, je veux bien qu'on parle de Julien Dussart 5 minutes, parce que quand même, c'est un peu... Voilà, je trouve que c'est un peu fort de le cataloguer LRM, alors qu'eux-mêmes ne se disent pas du tout LRM, ils se disent... Oui, sans étiquette aucune. Oui, sans étiquette, ça ne veut rien dire. Sans étiquette, en principe, c'est qu'on est déjà à droite. Donc, voilà. Mais il se positionne plutôt centre-gauche, centre-droit. Voilà, juste pour conclure là-dessus. Oui, ce qui correspond bien à la République En Marche. Mais dans votre liste, il y a des gens qui se prétendent LREM aussi. Donc, vous voyez, bon. Écoutez, je ne sais en pas, tout cas, nous, la liste, c'est un quart de syndicalistes, un quart d'associatifs, un quart de personnes qui s'engagent pour la première fois, et un quart de gens qui sont encartés. Et en effet, c'est aussi une liste qui est 100% citoyenne, comme toutes les listes. Moi, je suis quand même étonné sur la liste. Il y a quand même le premier secrétaire du Parti communiste isérois. Ça n'apparaît jamais. Encore une fois, en termes de transparence, à un moment donné, sur qui est qui,
Je pense que c'est nécessaire d'être clair là-dessus. Après, c'est peut-être un choix. Je sais qu'il n'y a aucun maire communiste qui vous soutient. C'est peut-être aussi une réalité, tout simplement, aujourd'hui sur l'échiquier politique. Eh bien, vous en savez des choses, c'est bien. Ben non, je lis vos publications. Oui. Je trouve difficile de dire... Je ne suis d'aucun parti, les partis ça compte pas, gna gna gna, puis de m'aligner le nombre de personnes qui sont dans un parti et qui sont pourtant sur votre liste. Oui. Je trouve aussi difficile de dire je ne suis plus au PS et que le PS réponde aux adhérents éventuels. Le premier socialiste de la ville, c'est Christophe Ferrari. Donc voilà, moi je veux bien, mais tout ça c'est de la posture. Donc non, oui, il y a des gens encartés sur ma liste au Parti communiste. Oui, on est soutenu par le Parti communiste. Non, ce n'est pas une liste du Parti communiste. Je vous dis un quart. Donc un quart, c'est pas ce que j'appellerais une liste communiste. Mais je sais que c'est plus facile de dire que c'est des communistes, on fait jouer l'anticommunisme, et voilà. Après, la liste, c'est une liste qui est réellement à gauche. Bon, je précise que la ville de Pont-de-Claix a longtemps été dirigée par le Parti communiste. Avant vous, Christophe Ferrari, c'était un maire communiste, et qu'elle s'inscrit un peu dans la tradition de ces villes de la banlieue rouge grenobloise, qu'on l'a appelée comme ça. Avec une différence quand même pour Pont-de-Claix. C'est qu'à la Libération, le maire n'était pas communiste. C'est vrai, il était SFI aussi. Exactement. Et il a été socialiste, puis communiste, et ensuite, effectivement, de centre-gauche et de gauche avec moi. Mais cela veut dire simplement que ce n'est pas la même chose que ce qu'ont pu être Échirolles, Saint-Martin-d'Air et Fontaine. Il y a une vraie spécificité à Pont-de-Claix que je rappelle juste d'un point de vue historique. Et une spécificité, c'est que vous étiez dans cette majorité-là. Vous êtes élu depuis 25 ans, avec des communistes avant de reprendre la ville. Et j'en ai des communistes d'ailleurs sur ma liste aujourd'hui. Non, vous avez des anciens communistes, c'est pas pareil. Ah bon, très bien. Donc c'est ceux qui n'ont pas l'étiquette en fait. Mais si vous voulez dire que cette bouteille est communiste, vous pouvez, parce que communiste, c'est pas un slogan, un truc déposé. On peut toujours dire ce qu'on veut. Bien. Après, moi je veux bien, mais il y a les faits, il y a la réalité, il y a les mots. Et ça, les mots, on peut en employer des tas pour dire des tas de choses. Et puis, il y a la réalité. Et sur la réalité, c'est quand même plus compliqué. Un petit mot avant de passer à notre thématique qu'on a définie. Un petit mot sur cette candidature de Julien Dussart, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui existe. C'est une candidature dissidente. Je le disais, il faisait partie de votre majorité. Il était même adjoint au sport. Il part avec un autre adjoint de votre équipe. C'est difficile à gérer de l'unité d'une majorité sur un mandat municipal. C'est toujours compliqué. D'ailleurs, il n'y a aucun maire sortant qui peut vous expliquer que gérer une équipe, c'est simple. Parce que vous avez des individualités, vous avez des particularités, vous avez des chemins politiques qui peuvent évoluer, encore une fois, qui peuvent faire qu'il y a des différences à un moment donné. Puis il y a des personnalités et des aspirations, des ambitions qui peuvent aussi s'exprimer. Moi, Julien Dussart, je n'ai pas compris, puisque tout simplement, ce dernier ne m'avait jamais dit qu'il ne voulait pas être sur la liste que j'allais conduire. Tout à fait. Mais bien sûr, à moins que vous ayez d'autres informations dans les discussions que vous avez avec lui. Mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il était en train d'organiser sa propre liste alors qu'il n'avait pas dit ni au maire, ni au collectif, à l'ensemble des collègues, qu'il voulait tout simplement mener sa liste. Donc tout ça, c'est quand même à la dernière minute. Et finalement, ça correspond un peu à l'état d'esprit. Je ne viens pas à un débat, je me mets un peu en distance, je n'assume pas peut-être politiquement ce que je suis. C'est un peu ça, en fait, la réalité. Bref. Le sujet, pour moi, est clos. Il est candidat. Avec sa liste, nous verrons ce que les électeurs en décident. Simone Thorez, on peut imaginer un rapprochement avec la liste de Julien Dussart au second tour contre Christophe Ferrari déjà, on va passer un premier tour. C'est vrai qu'on a vu puis, on verra après comment ça se passe. Voilà. Alors, votre liste s'appelle « Reprenons la parole ». C'est pas banal. On n'a pas eu de liste depuis le début de ces municipales et de ces débats sur Télé Grenoble avec une signification comme celle-là. J'imagine que vous n'avez pas choisi ce nom au hasard. Tout à fait. En fait, ma candidature et la candidature de notre liste, elle vient d'un constat. Le constat, c'est un dysfonctionnement de la démocratie important à Pont-de-Claix. Parce que si vous voulez, pour moi, le temps des élections, c'est qu'un temps de la vie politique sur la ville. Et donc nous, on est sur le terrain tout le temps, toute l'année. Voilà. On rencontre les gens beaucoup, puisqu'on fait des actions aussi sur la ville. Et donc moi, il y avait ce constat qui était le constat de l'élu, mais il y avait aussi toutes les rencontres. Et dans toutes les rencontres, les gens me disent « on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, on va à des réunions, on explique ce qu'on pense et on n'en tient pas compte. Les décisions sont prises d'en haut. »
Donc, ça recoupait ce que moi je pensais. Et du coup, on a décidé de présenter une liste qui redonne la parole aux Pontois. Alors, avant de vous demander ce que vous proposez justement pour améliorer les choses, Christophe Ferrari, un manque d'écoute de la population, vous l'assumez Je ne pense pas qu'il y a un manque d'écoute. Je pense que quand on est candidat, d'abord, on affiche ce qu'on veut faire. C'est ça, la campagne municipale. C'est pas de dire je ferai tout avec les habitants demain. Aujourd'hui, j'ai une feuille blanche, mais demain, tout sera décidé avec vous. Vous inquiétez pas, braves gens, vous verrez. La réalité, c'est jamais ça. Donc, il faut assumer ses choix. Tout ce qui a été fait pendant le mandat 2014-2020 était sur le programme municipal que j'avais présenté, dont nous avons obtenu 50,7% dès le premier tour. Ça veut dire que les propositions qui avaient été posées ont été suivies et ont été réalisées. Donc à un moment donné, il ne faut pas reprocher aux élus de s'engager et d'avoir des idées et tout simplement de les mener. Il y a eu de la concertation sur un certain nombre de sujets, mais comme tout projet ne fait jamais l'unanimité à 100%. Et il y a eu tout simplement... Et d'imaginer que par un coup de baguette magique de démocratie participative, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, parce que tout le monde fait de la démocratie participative, on puisse imaginer que là, on aurait 100% d'adhésion, c'est évidemment, tout ça, c'est de la magie d'Harry Potter, quoi. Donc la réalité, c'est qu'il faut assumer ses propositions. Quand aujourd'hui, j'ai eu vent que vous vouliez éventuellement recasser le centre-ville qui a été piétonnisé, ou même mettre à débat ou à référendum le centre-ville, alors qu'il était dans le programme municipal, qu'il a été réalisé, conformément à ce qui avait été posé, je me dis, où est la vraie démocratie ? La vraie démocratie, c'est d'abord celle des urnes, et ensuite, bien sûr, qu'il faut, le cours du mandat, avoir des méthodes pour associer le plus de gens possible. Mais personne n'a la vérité là-dessus. Donc nous, on a effectivement des ateliers publics urbains qui permettent d'associer les habitants à la réalisation. On a fait le vote pour la semaine des 4 jours, référendum sur la semaine des 4 jours à l'école, qui a permis d'avoir une vraie participation. Et ça a permis d'avoir un vrai choix des parents suivi. Donc on doit trouver des autres. Demain, nous développerons par exemple des panels citoyens à l'échelle de la ville, parce que personne, encore une fois, n'a la science infuse sur cette question de la démocratie. Et considérer que finalement, on n'a pas à proposer des choses dans une campagne électorale, mais c'est finalement les habitants qui le feront. Bon, écoutez, chacun mesurera la profondeur des choses. Simone Thorez, comment vous imaginez cette interaction entre une municipalité et la population ? Oui, alors, juste avant de vous expliquer ça, je veux juste revenir sur une feuille blanche, etc. On a fait remplir à peu près 698 questionnaires. Donc, il me semble qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Oui, on s'est intéressé à ce que les gens désirent. Oui, on s'est intéressé à ce qu'ils avaient à nous dire. Mais on a des propositions. On a fait 108 rencontres dans le cadre de la campagne, parce qu'on ne parle pas d'avant. Donc, on ne parle pas du tout d'une feuille blanche. Vous me parlez de la place. C'est vrai, elle était dans votre programme. Sur tout a été fait. Non, il y avait des choses qui avaient été promises qui n'ont pas été faites. Mais les médiateurs de quartier, vous aviez proposé de les remettre, vous les avez pas remis. C'était sur la place, sur le débat sur la place. Sur la place... centre-ville, c'est ça. Sur la place du centre-ville. Refaire la place du centre-ville, moi, j'ai aucun problème. C'est vrai, c'était dans votre programme et vous l'avez fait, etc. Le problème n'est pas dans ce que vous faites, mais dans comment vous le faites. Alors, c'est pas dans ce que vous faites. Excusez-moi, je vais finir. Ah bon, donc, à un moment donné. Oui, à un moment donné, il faut que je parle aussi. Les choses sont faites aujourd'hui. Donc, la place, elle a été faite. Comment elle a été faite ? Elle a été faite sans concertation, ni avec les habitants, ni avec les commerçants. Les commerçants sont... Les faits, les commerçants sont venus à un conseil municipal expliquer leurs inquiétudes, leurs problèmes, etc. Moi, il me semble que ça, c'est quelque chose de plutôt positif, que les habitants se sentent suffisamment concernés pour venir voir leurs élus. Comment ça s'est passé ? Très mal. Très mal, et il faut arrêter de vivre dans le passé. Qu'est-ce que vous allez proposer sur la place ? Je vais vous le dire. Oui, mais très bien. Mon opposant leur a signifié qu'ils ne comprenaient rien. Du coup, ils sont partis. Du coup, nous aussi, on est partis parce que là, on a trouvé que ça allait un peu trop loin. Sur la place, on a juste expliqué c'était que des affaires de bon sens. On a redit ce qui allait se passer, qui était prévisible.
La place, elle avait une double circulation. Aujourd'hui, sur une seule voie de circulation, vous avez un double sens des arrêts de bus, des parkings. C'était prévisible qu'il y allait avoir des embouteillages et que ça n'allait pas être satisfaisant. On nous a répondu à l'époque, il y a des spécialistes, vous y comprenez rien, les spécialistes savent mieux. Ah mais si, parce que j'ai quand même des articles où c'est écrit noir sur blanc. Donc, ok, fait, on n'y comprenait rien, on n'y comprenait tellement rien qu'aujourd'hui, tous ces produits tels qu'on l'avait annoncé. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas satisfaits. Et donc oui, quand on a rencontré les gens, quand on a fait nos questionnaires, ils nous parlent tous de la place. Et donc, nous proposons de faire un référendum pour savoir ce que les gens veulent. Parce qu'il me semble vous allez proposer quoi, un référendum ? Vous allez proposer quoi ? De détruire ou de garder ? Bien sûr que non. On ne va pas détruire. Pourquoi détruire ? Un référendum, c'est oui ou non ? Oui, mais c'est pas oui ou non à détruire, c'est oui ou non à ce qu'on veut. À quoi ? Quel est votre projet ? Voilà, je veux vous le dire, mais il faudrait juste me laisser finir mes phrases. Moi, j'attends avec impatience. Vous l'avez pas écrit encore. Alors, donc, ce qu'on propose, c'est de savoir si on rouvre le sens de circulation dans l'autre sens ou pas. Mais non, on ne casse pas. Il y a rien à casser. Il y a 2 bits là au bout qu'il faut juste enlever. Le sens, il a été gardé. Je pense que vous vous en rappelez. La pollution de l'air, encore à Pont-de-Claix. L'exposition de la pollution aux habitants. En fait, l'augmentation du trafic automobile qui ne fait que traverser, qui ne s'arrête même pas pour les commerces. Alors, en fait, le sujet, c'est est-ce que aujourd'hui, la rénovation du centre-ville a finalement empêché la dynamique commerciale aujourd'hui des commerçants ? Oui. Donc, écoutez, c'est pas ce qu'ils disent. La réalité. On ne doit pas parler aux mêmes alors. Non, mais le problème, c'est que moi, je fais mes courses chez les commerçants et moi aussi. du centre-ville. C'est drôle, hein ? Très bien. Vous n'êtes peut-être pas chez les mêmes commerçants, mais semblerait. Semblerait. Sur ce projet qui est je veux répondre sur la pollution quand même, puisque là ce qui nous dit c'est cœur de ville, cœur de métropole, moins de voitures et tout ça. Moi je veux bien, c'est pas ça, mais le vrai moyen, parce que c'est pas vrai que les gens ils faisaient que passer, c'est pas vrai. Moi j'ai plein d'exemples de gens qui me disent je venais à Pont-de-Claix pour aller aux radios par exemple, parce qu'il y a un centre de radiologie. Je m'arrêtais, j'allais boire un café, je prenais mon pain, le journal, etc. Aujourd'hui, je passe par la rocade, je viens faire ma radio et je repars. Donc ça, c'est la réalité des gens. C'est ça qu'ils nous disent. Mais si, parce que vous savez où est placée la radio. Donc, ils ne vont pas repartir au centre-ville où ils ne peuvent pas se garer. Et donc, ils repartent. Pour régler les problèmes de l'écologie, ce qu'il faudrait, c'est développer le transport gratuit. C'est ça. Et pour développer le transport gratuit, c'est éviter, par exemple, supprimer les arrêts de bus. Alors la gratuité des transports, puisqu'on est sur les déplacements, on va y rester. Le tram est arrivé à Pont-de-Claix en décembre. Il y a d'ailleurs un pôle multimodal qui va se construire au fur et à mesure avec, je crois, une connexion avec les voies ferrées dans quelques années. Sur ce sujet de la gratuité des transports, même si ce n'est pas le maire d'une commune qui peut décider tout seul à l'échelle d'une agglomération, mais le président de la métropole que vous êtes a sûrement un avis sur cette question ? Oui, le conseiller métropolitain en a un, et ça sera un débat que nous devrons avoir dans l'enceinte métropolitaine demain. Donc moi, je ne préempte pas le débat avec l'ensemble des élus métropolitains. Moi, je suis pour une gratuité ciblée, parce qu'aujourd'hui, la gratuité totale est inatteignable financièrement. C'est plus de 60 millions d'euros qu'il faut, et soit on dégrade complètement la qualité du réseau de transport, c'est l'étude qui a été menée par Yann Mongaburu, le président du SMTC, justement, qui a été diffusée publiquement. Aujourd'hui, pour atteindre la gratuité, il faut 60 millions. Soit vous l'avez par l'impôt, soit vous l'avez par une baisse tout simplement du type de réseau et de l'articulation et de l'ensemble. Donc moi, je suis pour une gratuité ciblée, notamment en direction des jeunes et des personnes âgées, peut-être à certains moments de la semaine particuliers, mais c'est quelque chose à étudier. Donc moi, je ne préempte pas ce débat qui doit avoir lieu demain. Et évidemment, il y a une nécessité d'aller, en tout cas, vers des impulsions permettant à certaines populations, et notamment celles qui sont les moins aisées, d'avoir accès aux mobilités. Il faut une tarification aux revenus. Ça, c'est la vraie justice. Ça, c'est la vraie justice. Elle est là, permettant ainsi, en fonction du salaire, en fonction des revenus qu'on peut avoir, tout simplement d'avoir une tarification qui soit différente. D'ailleurs, c'est plutôt l'orientation qui a été menée par la majorité métropolitaine aujourd'hui.
Simone Torres, c'est vrai que la gratuité, tout le monde a envie de dire oui, c'est une bonne idée. L'argument économique est pas négligeable dans un dossier comme ça. Oui, mais sauf qu'il n'est pas valable. Parce que ça, la gratuité, c'est pas possible. Parce qu'on se bat pour ça depuis énormément de temps. On l'entend depuis des lustres. Aujourd'hui, plusieurs grandes villes ont fait la preuve que c'était possible. Et en plus, sur le prochain mandat, il va y avoir la renégociation du plan État-région. Et comme la France a été pointée, et en particulier Grenoble, pour son inaction, on a quand même quelques arguments pour aller chercher des sous. Elle a été pointée en termes d'inaction. Par l'Union européenne, pour son inaction en termes de pollution et de manque de gratuité. Non, donc on a quand même des arguments pour aller chercher des sous à l'Union européenne pour faire la gratuité. Peut financer ces 60 millions d'euros. Je pense qu'on peut se battre pour qu'il y ait des financements. Le problème du financement, c'est pas un vrai débat. Par contre, le vrai débat, il est sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que sur le... Pas un problème. Mais vous ne voulez pas assumer peut-être les arrêts de bus ? J'y viendrai, vous inquiétez pas. On a quand même des choses à dire là-dessus. Il y a eu, quand on a fait la réfection de la place, une suppression d'arrêts de bus. Cette suppression... On parle de la gratuité. On peut parler de la gratuité. Oui, mais j'ai fini de parler de la gratuité. On peut laisser dire que c'est l'Europe qui financera la gratuité. Mais il faut, enfin franchement, et vous évoquez le contrat de plan État-région, vous savez que le prochain, il n'y a pas de volet mobilité dedans. Il n'y a pas de volet mobilité. Il n'y a pas de ressources mais non, de l'Europe. La réalité, la seule chose, et là, je peux aller dans le même sens que Simone Torres, c'est que c'est nationalement aujourd'hui, c'est l'État qui doit assumer et aider, à un moment donné, les territoires à avancer vers les mécanismes de gratuité. Mais pour cela, il faut arrêter la TVA élevée sur les transports, il faut la remettre à 5,5, permettant là aussi de libérer financièrement des mannes financières pour pouvoir financer le transport public. L'État ne finance plus le transport public aujourd'hui. Et il faut que l'État assume. Mais ce n'est pas ni l'Europe, ni la région, ou au travers du contrat de plan État-région, il n'y a pas de volet mobilité au futur contrat de plan. C'est la réalité. Donc moi, je veux bien que... Enfin, c'est une enveloppe vide. Donc ce n'est pas possible. Relisez, là. Aujourd'hui, il y a des moyens de chercher de l'argent. Il n'y a pas de problème. Donc je finis ma phrase, puisque je n'avais pas fini, sur les arrêts de bus. Donc les arrêts de bus, aujourd'hui, il y en a qui ont été supprimés sur la ville. Et j'ai trouvé quand même assez fort que vous alliez distribuer aux habitants des documents disant que je ne me suis pas mobilisée contre les arrêts de bus, alors que notre groupe a été le seul à se mobiliser. Vous faites, mais non, mais si, parce que vous faites comment je vais dire pour être désagréable, des contre-vérités. Voilà, donc on s'est mobilisé avec les habitants dès le départ sur la suppression des arrêts de bus. On nous a dit c'est pour un essai, ça ne durera pas longtemps, etc. Qui vous a dit ça ? Vous et M. Mongaburu dans une réunion. Très bien. Les arrêts, le président du SMTC. SMTC qui gère l'ensemble des déplacements sur l'agglomération. Donc les arrêts ont été supprimés. Tout de suite, c'était évident que ça n'allait pas. Là aussi, c'était qu'une question de bon sens. Ça n'allait pas le faire et ça ne l'a pas fait. Donc tout de suite, les gens se sont mobilisés. Nous avons fait des manifestations auxquelles vous étiez invités, auxquelles vous n'êtes jamais venus. Nous avons fait des pétitions et nous avons fait un vœu. Et aujourd'hui, vous vous servez de ce vœu. Donc ce vœu qui était porté par le groupe. Ce vœu en conseil municipal, on nous a proposé qu'il soit étendu à la majorité. Pas de problème. Nous, on était tout à fait d'accord. Plus on est nombreux à se battre, plus on peut faire quelque chose. Et puis, ce vœu a été vidé de sa substance, c'est-à-dire qu'on se battait pour dire stop. On mettait dans le vœu qu'on ne voulait plus cette comment dire mince, excusez-moi, j'ai perdu le mot. On ne voulait pas cette expérience, puisque on nous avait parlé d'une expérience, donc on expliquait qu'il n'y avait pas lieu de faire cette expérience. Et c'est ce que la majorité a refusé de mettre, elle a supprimé. Donc, bien sûr, nous n'étions pas d'accord et nous nous sommes abstenus parce que le vœu n'était pas suffisamment fort. Et aujourd'hui, vous allez expliquer aux gens, après ne jamais être venus, que nous ne sommes pas battus sur les bus. J'ai rencontré les services du SMTC et j'ai rencontré le président du SMTC. Ex-SMTC. Donc, les agents du SMTC m'ont expliqué que sur la ligne, puisque c'était un des arguments, c'était la vitesse de transport. On a gagné 3 minutes. 3 minutes, c'est vraiment pas ce qu'on pourrait espérer de mieux.
Et elle m'a expliqué que si 3 minutes c'était vachement important parce que on pouvait supprimer un poste de chauffeur. Moi, je ne peux pas me satisfaire de la suppression d'un poste de chauffeur, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et donc, il y a eu une discussion avec M. Mongaburu et encore à l'inauguration du tram pour savoir, parce que, oui, excusez-moi, j'ai oublié une partie. Donc, entre-temps, la majorité s'est positionnée en disant « Mais si, nous aussi, on s'est battu sur les arrêts de bus. » Et en effet, après tout le mouvement qui a été créé sur la commune, ils ont écrit des lettres. Et M. Mongaburu... 2016, 2017. Et M. Mongaburu m'a expliqué qu'il était quand même surpris de ces lettres, puisque lui, il avait des lettres qui disaient que vous demandiez la suppression. Et en effet, je ne peux que le croire, parce que... Mais vous les auriez sortis, ces courriers. C'est faux. Vous expliquerez avec lui. Moi, je vous dis ce qu'on m'a répété. Moi, je vous le dis, je les ai. Mais non. Eh bien, comment expliquer que ces arrêts de bus seraient supprimés sans que la majorité soit au courant, étant donné que ça fait partie de votre projet phare, votre bébé, la réfection de la place. Ça m'étonnerait que le SMTC ait mis plus de 100 000 € de frais et qu'ils ne pouvaient les mettre que parce qu'il y avait une suppression de bus et la reconstruction d'un arrêt de bus en plein milieu de la place. Sinon, je ne vois pas pourquoi ils auraient mis des sous. On va laisser Christophe Ferrari répondre sur cette... Ça sera très court. Vous voyez, ça, c'est typique d'une argumentation. Pour Simone Torres, pour pouvoir beurrer sa tartine et finalement d'en faire un argument électoral, elle explique que la ville de Pont-de-Claix aurait été pour la suppression des arrêts. En fait, je vous ai écouté avec attention maintenant, donc vous me laissez m'exprimer. Dès 2015, dès le projet de suppression à la demande du SMTC et de la CEMITAG, présidé par Jean-Paul Trovero, votre collègue, nous avons écrit toujours pour nous opposer à la suppression de ces arrêts. Mais effectivement, pour des questions de confort évidemment électoral, il aurait été sans doute peut-être intéressant pour Simone Torres que nous ayons pu dire oui. La réalité, c'est que nous avons dit non. Donc je suis en train en ce moment juste de corriger des mensonges qui sont aujourd'hui divulgués à la population, comme quoi j'aurais été pour la suppression et l'ensemble des équipes municipales auraient été pour. Nous avons été contre, nous nous opposons à cela. Et d'ailleurs, Yann Mongaburu a dit qu'effectivement, il y allait cette expérimentation, parce qu'au moment où vous n'avez pas voulu l'expérimentation, elle était déjà en cours. Donc c'était absurde de dire qu'on ne la voulait pas, elle était en cours. Donc il fallait bien qu'on aille au bout. Nous souhaitons effectivement que ces arrêts reviennent. C'est une réalité, nous l'avons mis dans notre projet, mais nous avons toujours été opposés à la suppression de ces arrêts. Je sais que ça vous aurait fait plaisir, que à un moment donné, qu'on ait pu dire qu'on était pour. En fait, nous ne l'avons pas été. Il y en a eu à Échirolles de supprimer aussi, sans l'opposition de l'équipe municipale d'Échirolles. Et là, vous ne lui faites absolument pas un procès, puisque finalement, ça aurait pu léser les citoyens pontois dans leurs déplacements. C'est une réalité. Il y avait une volonté de la CEMITAG comme du SMTC d'améliorer la vitesse commerciale de la ligne. Et nous avons exprimé que nous ne voulions pas la suppression de ces arrêts. Donc maintenant, je ne rétablis simplement une vérité au travers des lettres de 2015, 2016, 2017. Bon, vous êtes au moins d'accord sur le fait que tous les deux voulaient que ces arrêts de bus reviennent. Absolument. Sauf que tout à l'heure, on me parlait d'assumer ses positions. Il faudrait quand même assumer les vôtres. Parce que Échirolles, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire dans le débat. On parle de Pont-de-Claix. Et l'expérimentation, justement, en question, elle était là pour être une expérimentation. Oui. Et ce qu'on proposait dans le vœu, c'est de dire, mettons fin à l'expérimentation. Parce que quand on a rencontré les gens sur la vitesse commerciale, ils ont des propositions, les gens. Il y a le 25 et le 3000 qui passent. Le 25 et le 3000 ne s'arrêtent pas à tous les arrêts. Donc, la vitesse commerciale, on l'a là. Donc, faisons un autre bus qui s'arrête à tous les arrêts. Parce que le problème... Non, mais c'est pas ce que vous avez proposé. Arrêtez de mentir. Quand vous, sur la place, vous faites avec le SMTC un arrêt de bus, vous savez bien... vous découvrez pas... vous regardez les plans, quand même. Il y a bien des gens qui... Vous êtes en train de me dire... la suppression de l'arrêt Marceline. Mais nous sommes... C'est pas vrai. L'arrêt de la suppression Marceline... Maintenant, si elle est capable de me dire ce que moi je dis, c'est merveilleux, hein. Marceline a été supprimée. Ça, c'est vraiment redonnons la parole. Au Pontois. Je la prends, surtout. Non, c'est pas vrai. Votre position. C'est pas vrai. Marceline a été supprimée justement pour être au milieu de la place. Donc, que la majorité nous explique aujourd'hui qu'au milieu de la place, ils n'avaient pas vu qu'il y aurait un arrêt de bus et que donc forcément on supprimerait les deux autres, c'est quand même extraordinaire. Non, je ne vais pas vous départager là-dessus, parce que non, c'est parole contre parole. C'est du mensonge. En tout cas... Le vôtre.
On sent qu'il y a il y a des tensions. Des tensions. Bon, c'est toujours assez normal dans une campagne électorale. Il y a des enjeux et plus l'enjeu est local, plus la proximité entre les candidats peut donner ce genre d'échange. Puisqu'on parlait de l'aménagement de la place centrale de Pont-de-Claix, on peut parler de votre vision un peu plus globale de la ville de Pont-de-Claix dans les années à venir. On parlait dans la carte postale d'introduction des friches industrielles qui ont vocation à devenir autre chose que ce qu'elles sont aujourd'hui. Simone Torres, vous avez des projets là-dessus? Alors nous, on voudrait une ville qui pense tous les aspects de la vie et tous les âges de la vie. En fait, l'urbanisme, c'est pas jouer au Lego, hein, c'est faire aussi avec les gens. Aujourd'hui, tous les projets qui ont été mis en place et qui ont commencé sur la ville rencontrent des oppositions dans tous les quartiers, que ce soit au 120 que ce soit aux papeteries. Partout, les gens ne sont pas satisfaits. J'avais une réunion publique aux papeteries il n'y a pas très longtemps, là, une des dernières, et les gens me disent, mais oui, ils sont venus, et nous, on y est allés. On y est allé, on a expliqué ce qu'on ne voulait pas, mais on ne nous a pas entendus. On nous a donné un projet, et le projet, tel qu'il est, il est reparti. Donc c'est ça qui va pas. Quand je dis que c'est le fil rouge de notre programme, c'est ça, c'est... On peut faire les choses. Moi, je crois que les experts du quotidien, ce sont les habitants. Les habitants savent, parce qu'ils vivent dans le quartier, ce qu'il y a à faire et ce qui est important pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de projet, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses. Mais pour trouver le consensus, il faut partir de ce que les gens vivent. Et quand les gens des papeteries vous disent « mais non, un immeuble aussi haut, on n'en veut pas parce que nous, on veut rester tranquille » et que vous expliquez dans votre programme que vous allez délocaliser des entreprises bruyantes là-bas, eh bien oui, les gens ne sont pas satisfaits. Bon, après, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Quant aux 120 les gens vous expliquent qu'il y a des problèmes de parking, il y a des problèmes d'espace vert, il y a des problèmes pour tout. Vous leur répondez, mais non, c'est bon, on a concerté, voilà. Donc non. Et avant de laisser Christophe répondre sur le projet de planétarium qui va rayonner bien au-delà de la commune, on en parlait dans la carte postale, vous avez un avis sur ce dossier ? Oui, bien sûr qu'on a un avis. C'est le projet, le bébé du... Oh, deuxième. Oui, ça tombe bien d'ailleurs. Oui. Mais non, je ne sais pas cela, mes bébés. Ben, tant mieux, parce que c'est important aussi de s'occuper de ses enfants. Donc, le planétarium, c'est... Le planétarium, c'est un projet qui est porté depuis le premier mandat, qui évolue, puisqu'il y a des financiers qui se sont retirés, comme la région, par exemple. Le planétarium, c'est un peu, pour les Pontois, une question qui reste très complexe. Pourquoi un planétarium alors qu'on en a dans la région? Pourquoi un projet aussi... Il n'y en a pas en Isère, hein. On n'en a pas loin quand même, à Vaux-en-Velin, oui, voilà. Et surtout, ça n'a été débattu nulle part. Jamais avec les Pontois, mais ni même avec les élus. Donc c'est pour ça que je dis c'est le bébé du maire. Mais vous avez raison, c'est peut-être pas le bon mot. Merci. Mais ça peut être une bonne idée néanmoins. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je suis pas opposée à la culture scientifique, comme on voudrait le dire, pas du tout. Mais encore une fois, moi, ma boussole, c'est qu'est-ce que ça apporte aux Pontois? Il faut savoir que dans le financement, tout ce qui est entretien, infrastructure, etc., reste à la charge de la ville. Donc, avec quel argent on va financer ça? Et quand on va le financer, comment on va le financer? Christophe Ferrari, sur peut-être ce projet de planétarium et puis plus largement sur le développement, l'urbanisation de la ville dans les années à venir. Sur le projet de centre des sciences et de planétarium, c'est un projet métropolitain. Ce n'est pas un projet de Pont-de-Claix, c'est un projet métropolitain. Il n'y a pas de centre de sciences aujourd'hui dans l'Isère. Il faut aller à Vaux-en-Velin. Donc si demain à l'avenir, pour la culture scientifique des habitants de Pont-de-Claix comme des habitants de l'agglomération, c'est de faire 2 heures ou 3 heures de bus pour aller sur un lieu de culture scientifique, c'est bien pour la planète. Et évidemment, c'est beaucoup de temps perdu dans les transports. Et puis ça engorge les choses. Le projet de centre des sciences, c'est un projet métropolitain financé à la fois par le volet métropolitain du contrat de plan financé par le département, l'État
Et la région, effectivement, s'est retirée, mais est membre fondatrice de la structure qui va tout simplement faire vivre la culture scientifique à l'échelle de la métropole, puisqu'il y aura le Centre des sciences de Pont-de-Claix, la casemate à Grenoble, demain la Grange des Maths à Vars, le musée de la chimie tout simplement à Jarry. Donc on a un réseau de lieux qui seront pour les jeunes et les moins jeunes dans cette agglomération. Moi, je suis très fier qu'il soit à Pont-de-Claix. Mais parce que ça fait 20 ans qu'on parle d'un centre des sciences dans l'agglomération. Au départ, il devait être à Grenoble, ensuite il devait être à Fontaine, puis ensuite à Saint-Martin-d'Hères. Toutes ces communes ont dit à un moment donné, non, on n'en veut pas, parce que Saint-Martin-d'Hères avec d'autres projets, on voit lesquels d'ailleurs. Et du coup, Pont-de-Claix a dit, oui, nous, on est intéressés. Eh bien, il aurait pu être dans une autre commune, mais il est tombé à Pont-de-Claix. Soyons fiers qu'il soit tout simplement à Pont-de-Claix. La ville de Pont-de-Claix ne financera pas le planétarium. 780 000 euros. Oui, mais c'est les aménagements des espaces publics, c'est logique, c'est les clés de financement des espaces publics que nous avons à la métropole. Lisez les délibérations. Et le coût de fonctionnement. Patrick Durand est conseiller. Mais nous financerons à hauteur de 50 000 euros le financement d'un budget à hauteur de près de 2 millions d'euros. Vous trouvez que c'est ça à la charge de la ville. Mais non, mais pas du tout. Les coûts de fonctionnement sont métropolitains. C'est la métropole qui l'assume. Donc là, vous avez tort et relisez encore une fois les délibérations. Sur la vision de la ville en matière d'urbanisation, parce que là, j'ai entendu, en fait, il n'y a pas de vision. Si. Non, il n'y en a pas. Si. En fait, nous avons un retard énorme en matière de construction de logements. Pendant des années, on n'a pas construit de logements. Les gens modestes ont besoin de logements sociaux. Il faut construire des logements sociaux. Il faut construire de l'accession à la propriété, à des prix abordables. C'est ce que nous proposons. Environ 100 logements par an à construire sur la ZAC Minotier. Donc nous allons tout simplement permettre la construction de cette centaine de logements par an avec un taux de logement social entre 25 et 30%. Voilà ce que nous proposons. Et nous avons aussi proposé des maisons individuelles à construire. Nous sommes le seul endroit où on en propose aujourd'hui dans la métropole. Nous allons évidemment réhabiliter l'ancien, à la fois l'habitat social. Il y a un grand projet de réhabilitation des Îles-de-Mars par la SDH, 11 millions d'euros qui sont injectés par le bailleur. Ça ne tombe pas du ciel, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une équipe municipale qui, aussi en discussion avec les bailleurs, leur demande de réhabiliter. Parce qu'il faut des logements qui soient moins consommateurs d'énergie. Il faut aider les copropriétés. Nous proposons de doubler la prime Murmure pour les copropriétés de Pont-de-Claix demain, ce qui va dans le sens du plan air, énergie, climat de la métropole. Parce qu'il ne faut pas de ville à deux vitesses, le neuf qui se construit et l'ancien. Donc oui, il faut des logements parce que les habitants ont aussi besoin de logements. Les personnes âgées ont aussi besoin de logements adaptés. Nous proposons de construire 3 résidences seniors de 15 à 25 logements, tout simplement. Et on me dira, mais comment vous payez ça? En fait, il s'agit de mettre à disposition du foncier que nous avons, tout simplement pour construire ces résidences. Voilà le but. Nous construirons 3 parcs. Le parc Simon de Lagrange est construit. Le parc Borel avec le parc des papeteries est en construction et sortira de terre en 2020-2021. Et nous terminerons le 3e grand parc. Il faut avoir une vision de cette ville qui doit respirer, qui doit être une ville tout simplement de la transition écologique et énergétique. Il faut aider nos concitoyens à payer moins de charges et qui consomment moins de chauffage, moins d'électricité, moins d'énergie. C'est ça la vision. Et des équipements, bien sûr, qui soient adaptés. Je terminerai sur 2 points sur les équipements. Cité administrative et ferme urbaine sur l'ancien collège des Îles-de-Mars, premier grand projet du mandat. Et le deuxième, c'est la reconstruction du centre social Jean Moulin avec une maison France Service où vous avez d'ailleurs été absente de l'ensemble, pourtant c'est votre délégation à la ville, de toutes les réunions qui ont été nécessaires pour ce travail-là, où il y a des habitants. Donc encore une fois, moi je ne sais pas ce qui vous passionne. Vous me disiez pas d'urbanisme, mais plutôt de l'humanisme. Surtout beaucoup d'opportunisme dans les choix. Moi, quand on m'explique que finalement on ne veut pas de projet parce que ça gêne, etc., bien évidemment qu'il faut adapter. Mais en même temps, il faut bien les construire quelque part, les logements. La réalité des logements seront pour l'essentiel construits sur la ZAC Minotier. C'est ça l'essentiel des constructions demain, quasiment sans aucun vis-à-vis. Donc allons-y, vous avez voté le PLU, vous avez voté, Patrick Durand a voté le PLUI qui propose cela. Des besoins de logement? Oui, alors sur les besoins de logement, là évidemment c'est encore biaisé, mais bon, je suis habituée. Bien sûr qu'on est pour la construction de logements, bien sûr que les Pontois ont besoin de logements. Aujourd'hui, le résultat de la construction des logements actuellement, c'est qu'ils sont trop chers.
Vous dites, c'est les moins chers, ils sont pas chers, etc. Mais ils sont trop chers pour la population de Pont-de-Clay. Résultat, même les entrepreneurs sont en difficulté puisqu'ils n'arrivent pas à les vendre. Sur les 7 maisons qui devaient être construites, il n'y en a que 3 qui ont été vendues. 3 ont été vendues. C'est les décisions du conseil municipal. 5. Je ne peux pas vous départager. Bah si, c'est la réalité, c'est les décisions du conseil. Donc, de toute façon, elles n'ont pas été toutes vendues. Bah oui, il en reste 2. Et donc, il y a un problème puisqu'on n'y arrive pas. C'est ça le problème, c'est que qu'il y ait des constructions, c'est très bien. Qu'il y ait des choses qui soient faites, c'est très bien. Vous parliez des îles de Mars. Les îles de Mars, là, on a mis beaucoup d'argent pour faire des jeux. Pas que des jeux. Les espaces publics pour les... Je vais parler des jeux, si vous permettez. Oui, mais très bien. Donc, je vais parler des jeux parce que, encore une fois, c'est la preuve que ça ne fonctionne pas correctement. Les gens devraient être contents. On met des jeux à côté de chez eux, etc. Et bien, tous les gens que j'ai rencontrés aux îles de Mars sont mécontents parce que les jeux, où ils ont été placés, en bas des fenêtres. Et donc, les gens me disent... Aujourd'hui, avec les fenêtres fermées, c'est insupportable. Demain, quand ça sera l'été qu'on ouvrira, on ne pourra pas et ça va créer énormément de problèmes. C'est insupportable d'entendre des enfants jouer et s'amuser quand même. Hein. C'est insupportable. Hein. Non mais, sérieusement, mais dans quelle ville vous voulez vivre ? Dans quelle ville vous voulez vivre ? Dans une ville où on écoute les gens. Oui, bien sûr. Lesquels ? Et dans une ville où on laisse parler. Lesquels ? Ceux qui y vivent. Ceux qui y vivent vraiment. Oui, bien sûr. Vous parliez du parc Simone-Lagrange qui a été réaménagé. Il y a un skatepark, par exemple. Vous voyez, il y a un professionnel, un skateur professionnel qui est venu, qui était content de voir un skatepark et de savoir comment on allait faire. Eh bien, il dit que c'est impossible. Vous voyez, c'est des détails. On ne vous reproche pas d'avoir fait des choses. On vous mais si un professionnel n'y arrive pas, un amateur y arrivera encore moins. On vous reproche de faire les choses d'en haut, dans un bureau où on décide à 3 des choses qui vont être faites. En 3 ? Et qui sont les 3 ? Mais j'en sais rien. Bah voilà, c'est ça. Vous n'en savez rien. Mais oui. Ben oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas les habitants, ça c'est sûr. Vous n'en savez rien. C'est pas les habitants qui décident de ce qu'ils veulent pour Pont-de-Clay. Et moi, ce que je propose, c'est de revenir à ce que les gens veulent et ce dont ils ont besoin. Alors après, c'est compliqué de faire l'unanimité sur un débat, c'est compliqué de faire l'unanimité dans une population. Pont-de-Clay, vous l'avez sous-entendu tous les deux, c'est une ville où il y a beaucoup de foyers modestes. Hein. Je crois que le revenu moyen par habitant est un des plus faibles de l'agglomération grenobloise. Le taux de chômage aussi est plus élevé qu'ailleurs. Quand on a une population fragile, on a besoin d'avoir des services publics peut-être un peu plus forts qu'ailleurs. Dans ce domaine, Christophe Ferrari, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, en matière de... Il y a un très fort taux de service public, niveau de service public à Pont-de-Clay, parce que, effectivement, vous avez raison, la population... On a besoin et nous maintiendrons ce service public. Aucun service public n'a fermé pendant ce mandat, alors que nous avons perdu près de 7 millions d'euros en cumulé de dotation de l'État. Nous avons donc parfaitement assumé cette baisse nationale et finalement sans que les usagers ne puissent le ressentir. L'éducation, c'est notre priorité. Il n'y a rien d'ailleurs dans le projet de Simone Torres en matière éducative. Je pense qu'il manque une page à votre projet. Si, je l'ai très bien lu. Nous souhaitons toujours une ATSEM par classe en maternelle. Et nous maintiendrons une ATSEM par classe en maternelle. Nous souhaitons maintenir des niveaux et des effectifs les plus bas possibles. Ça, nous avons des vrais débats avec l'éducation nationale. Il faut qu'on ait un service public d'aide aux devoirs qui soit à l'élémentaire, au collège et au lycée pour donner toutes les chances à tous les enfants de Pont-de-Clay de réussir. 30% des enfants de Pont-de-Clay vont à l'université, 70% à Mélan. Il y a une vraie différence sociale qui est tout simplement liée parce que les familles n'ont pas les moyens. Donc là, nous devons aider les étudiants à aller. Nous créons tout simplement un complément minimum garanti pour tous les étudiants de Pont-de-Clay, de façon à ce qu'ils aient un minimum de 800 € par mois. Aider financièrement. Exactement, tout simplement aider financièrement les étudiants et les personnes âgées. Aujourd'hui, trop de précarité énergétique chez les personnes âgées. Ce complément minimum garanti, c'est ça la vraie politique sociale de demain sur Pont-de-Clay. Et ensuite, nous le donnerons à finalement d'autres. Alors avec une particularité, c'est que ceci devra être utilisé, notamment une grande partie de ce complément en monnaie locale. Et nous travaillerons avec le Cairn, tout simplement pour faire avancer cela, pour payer sa facture d'eau. Je rappelle que la SPL Grenoble-Alpes, Eau de Grenoble-Alpes, utilise aujourd'hui les cairns. Les services publics utilisent les cairns. Donc nous pourrons ainsi faire les choses. Donc nous voulons
Service public de l'aide aux devoirs. Nous voulons aider les jeunes tout simplement par un haut niveau de service public en matière éducative. Et nous voulons continuer à aider les aînés tout simplement dans les projets qui sont les leurs. Il y en a un qui est très simple, c'est évidemment ce complément minimum garanti, mais c'est aussi tout ce qui peut être les services d'accompagnement des personnes âgées, maintien à domicile. J'ai évoqué tout à l'heure les résidences seniors à bas niveau de loyer, tout simplement. Et enfin, pour les familles, nous souhaitons le prix de cantine sera plafonné à 5 € pour les classes moyennes. En fait, les classes moyennes, c'est surtout des petits revenus à Pont-de-Claix. Et nous maintenons évidemment les premières tranches à un très bas niveau, environ 1,50, 1,80 le repas à la cantine. Donc nous voulons donner un coup de pouce aussi aux classes moyennes pour qu'elles puissent tout simplement, là aussi, avoir un gain de pouvoir d'achat demain. Simone Thorez, sur ce dossier des services publics. Ouais, déjà, je vais répondre sur ça parce que là, c'est quand même important. La proposition de plafond à 5 €, là, c'est du Macron dans le texte. Hein. On fait sortir les plus riches de la solidarité commune et ce sont les ménages les plus modestes qui paieront. Voilà, donc là, sur les familles concernées par votre proposition, ce sont celles qui gagnent plus de 5 000 € par mois. Et vous leur proposez une baisse de près d'un tiers de leur tarif de cantine. Et pendant ce temps-là, et qui sont les plus modestes ont vu leur facture augmenter de 16% pendant le mandat 2014-2020. Donc bon, chacun ses priorités, mais oui. Qui sont les pour toi qui gagnent 5 000 €? Non, mais il n'y en a pas. Il y en a. Et donc, garder les tranches, moi, me paraît être quelque chose d'important. Mais oui, mais vous supprimez, et vous avez fait 16% d'augmentation pour les plus modestes. Donc oui, ça c'est une demande forte des familles, mais ce n'est pas ce que vous faites. Nous, ce qu'on dit, c'est une ville qui prend soin de tous et une ville où les Pontois passent avant les grands projets de prestige. C'est vrai qu'on a un service public encore important sur Pont-de-Claix parce qu'il est l'héritage des anciennes municipalités. Mais ce que je propose, c'est la construction d'un centre de santé publique sur la commune avec kinés, médecins, infirmières, etc. Parce que même si on n'est pas encore dans un désert médical, il se trouve que la population des médecins qui exercent à Pont-de-Claix est en train de vieillir et donc on y arrive, tout doucement on y arrive. Ce qu'on propose, c'est renforcer le maillage associatif avec des ouvertures de MJC dans les quartiers. Ce qu'on propose, c'est des moyens humains sur le terrain avec les médiateurs de quartier. Ce qu'on propose, c'est de se réapproprier les quartiers avec les bas de tour qui sont désertés aujourd'hui et qui pourraient servir aux populations. Ce qu'on propose, c'est un plan anti-rodéo qui pourrait être fait sur plusieurs volets, avec un vrai plan de sensibilisation des jeunes, avec des espaces dédiés pour les pratiques et avec des efforts de la gendarmerie et de la police municipale conjointe qui pourraient aider ça. Quant aux aînés, parce que là, quand même, tout à l'heure, vous avez parlé du référendum de la cantine, mais la cantine des écoles. Le référendum, il a eu lieu parce que sur la semaine des 4 jours. Voilà, sur la semaine des 4 jours, parce que les parents se sont mobilisés, parce que nous, vous avons alerté aussi. Et donc, vous avez fait ce référendum. Sauf que la démocratie, ce n'est pas ponctuel, c'est tout le temps. Personne, mais du coup, là, vous dites que j'écoute. Ben, c'est bien. Non, ce que je dis, c'est que vous avez été obligé d'écouter. C'est pas la même chose. Obligé, mais enfin, sérieusement, Simone Thorez. Sur l'EHPAD, alors là, sur les aînés, quand même, je suis stupéfaite. Parce que qu'on m'explique qu'on va faire des choses pour les aînés. Alors là, carrément 3. Tout à l'heure, parce qu'au départ, on n'en avait qu'un de foyer logement. Un foyer logement sur le centre, sur l'ancienne école, l'ancien collège des Îles-de-Mars. On n'était pas sûr d'ailleurs qu'il reste complètement public. Maintenant, il y en a 3, formidable. Et donc, sur les aînés, quand j'ai été adjointe vous n'y étiez plus? Vous n'êtes plus? Si, je le suis encore. Ah bon, d'accord. Même si vous m'aviez hurlé dessus pour que je ne le sois plus. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, la victimisation, c'est une belle tactique. Bah alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon, bref, revenons au sujet. Donc, sur l'EHPAD, une de mes premières interventions, je veux dire, j'ai été élue adjointe aux solidarités le jeudi. Le lundi, j'avais un CA du CCAS. Première chose que j'ai fait, supprimer l'augmentation des tarifs de l'EHPAD. Et pendant 2 ans, je me suis battue pour qu'il n'y ait pas cette augmentation des tarifs.
cette année-là, l'année dernière, je veux dire, quoi, qui vient de passer, il y a eu une augmentation de tarifs qui est revenue sur la table. Là, il y avait un déficit de l'EHPAD, donc c'était la proportion n'était plus la même, puisque c'est financé, je vous épargne les détails, mais il y a 3 financeurs, bon bref. Et donc, j'étais prête à trouver une alternative et à faire une augmentation. Cette augmentation, je la proposais à 0,3%, c'est-à-dire le prix, l'augmentation faite sur les retraites, puisque le gouvernement aujourd'hui matraque les retraites. Et donc, pour qu'il n'y ait pas une trop grande différence, j'avais proposé donc 0,3%. Le maire a proposé 1,8%. 505 € contre 65. Et tout ça, ça représentait en gros 8 000 €. Là, il y a eu un coup de force qui a été fait, qui nous a mis en difficulté avec le département qui s'est dit tiens, maintenant, débrouillez-vous tout seul. Simone Torres, l'allié de Jean-Pierre Barbier. Non, c'est vous, l'allier de Jean-Pierre Barbier. C'est vous qui êtes venu pour la première fois du mandat en CA du CCAS pour forcer pour la première fois du mandat, vous êtes, que j'y étais ou que j'y ai pas été, vous êtes venu en conseil d'administration du CCAS pour imposer votre augmentation. Une augmentation contre les retraités. Par qui ? Par vous. Et qui d'autre ? Votre majorité. Et donc, aussi les administrateurs civils. Oui, mais vous voulez que j'explique aussi comment vous les avez appelés pour qu'ils viennent voter absolument. Donc voilà les pratiques antidémocratiques. Donc, pratiques antidémocratiques. Oui, complètement. Oui, bien sûr. Donc, me dire qu'on se soucie des anciens alors qu'on a tout fait pour qu'ils soient les plus endettés possibles. En conseil municipal, vous m'avez même répondu que ce n'était pas les plus à plaindre. Et ça, tous ceux qui veulent le voir regarderont le conseil mais vous inventez, municipal. Mais vous êtes dans l'invention. Regardez le conseil municipal. Je le préside. Voilà. Et justement, vous n'entendez pas tout apparemment. Bon, donc moi, il me semble que là, il y avait un moyen de justice sociale, c'est-à-dire ne pas surfacturer les gens qui ont déjà énormément de mal pour payer les retraites, puisque c'est un peu plus de 2 000 €. Et donc, oui, 505 €, ça fait une différence. Un petit mot là-dessus et après on conclura. Oui, rapidement. Les personnes âgées, c'est pas que l'EHPAD. Vous avez énormément aujourd'hui de personnes âgées qui veulent le maintien à domicile et il faut les aider pour cela. C'est ce qu'on propose justement avec un complément minimum garanti pour un certain nombre d'entre eux et d'autres services. Je voudrais juste revenir sur un sujet parce que sur la question des amplitudes horaires, nous voulons bouger aussi l'amplitude horaire de certains équipements publics, la bibliothèque, l'espace jeune, etc., pour que là, encore une fois, on s'adapte beaucoup plus à la réalité des besoins. Sur la question des rodéos, je pense que là, il faut arrêter d'être un lapin de 3 semaines. Il y a une réalité qui pourrit la vie des gens aujourd'hui et il faut le régler. Nous mettrons de la vidéosurveillance sur l'avenue Victor Hugo, sur le bourg Saint-André. Il y a 2 ans, vous nous expliquiez que jamais sur votre mandat, il n'y aurait de vidéosurveillance. Alors, je suis un homme qui ne sait pas écouter. Ah vous voyez, visiblement... Non, je pense que vous êtes un homme qui savait positionner ses choix en fonction de l'évolution. En fonction de ce que souhaitent les gens. En fonction de l'évolution. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est ça aussi d'être maire et de savoir écouter. Donc, nous lutterons contre les rodéos là-dessus. Après, vous me parlez des pieds d'immeubles. Il faudrait que vous y alliez plus régulièrement. Nous remettrons le dispositif tout simplement qu'on appelle Gilet rouge sur le quartier Île-de-Mars Olympiade. Il n'y a jamais été. Il a existé sur le quartier Île-de-Mars Olympiade. Enfin, il y a très, très longtemps. Non, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. Donc, soit encore une fois, vous ne savez pas la réalité de la ville et vous parlez comme si vous la connaissiez. Ça doit être très bien. Donc, nous, on le remettra parce qu'à un moment donné, le squat des pieds de tour, là aussi, c'est insupportable pour les gens. Donc, les gens qui y vivent, qui ont envie tout simplement de pouvoir dormir la nuit pour pouvoir aller bosser le lendemain. Donc, c'est ça la réalité. Je vois que vous ne l'avez pas mis dans votre projet. Dont acte. Sur la question de santé, non, mais moi je vous écoute, donc vous m'écoutez aussi sur la question. Je vous ai pas interrompu. Sur la question de santé, nous considérons que il y a sur le quartier Arc-en-Ciel, au centre Arc-en-Ciel, centre commercial Arc-en-Ciel, un vrai pôle de santé à poser, mais aussi sur la partie plutôt centre-ville et notamment dans les anciens locaux du CCAS, où là nous travaillerons à l'installation de professions tout simplement de santé, mais comme sur la partie aussi Grand Galet, Jean Moulin.
Très bien, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous mettre d'accord. Je ne sais pas ce que ça donnera le 15 mars, mais pour l'instant vous êtes à égalité en temps de parole. Parfait. On va d'ailleurs conclure ce débat animé mais vivant par la carte blanche. On vous laisse au choix aborder une thématique ou une proposition que vous avez faite. Et on commence avec vous, Simone Torres. Eh bien alors, j'aurais eu encore des choses à dire finalement. C'est vrai que ça passe vite, on a fait une heure. Vous n'étiez que deux. Eh bien, moi, je vais revenir sur les associations qui, pour moi, sont un maillon essentiel de la vie associative, de la vie communale, pardon. Et revenir sur un point en particulier. Quand vous dites respecter les associations, respecter les associations, c'est ne pas annuler le foyer municipal alors que la MJC a un événement prévu de longue date, qu'elle a engagé des frais, que la ville lui a fait les affiches, etc., etc., que vous avez écrit à toutes les associations pour leur expliquer que vous les entendez, vous les écoutez, vous êtes à leur écoute, vous faites tout pour eux, ils sont super importants et tout. Et puis, vous annulez pour le 21 mars le foyer pour la MJC en disant que ça sera pour faire ça le... pourrait être. Oui, c'est pas ce que vous avez dit, ça a été en tout cas ça. Ça sera pour le premier conseil municipal. Bon, ça c'est... Vous présagez du résultat des élections, c'est un point. Mais alors, c'est un manque de respect, mais flagrant, pour les associations. Comment vous pouvez, au dernier moment, même pas un mois avant, leur supprimer ça, alors qu'ils ont engagé des frais, alors qu'ils ont fait des invitations, alors que tout est prêt, alors que des enfants ont travaillé pour présenter un projet devant tout le monde, et vous, du haut de votre grandeur, vous avez décidé, je dirais pas à 3, puisqu'on ne sait pas à combien, mais vous avez décidé d'en haut que, ça y est, ils l'auront pas. Et bien ça, moi, je trouve que c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'on se présente. Et c'est pour ça qu'on veut rendre la parole aux Pontois. Voilà, ce sera le dernier coup de gueule de Simone Torres pour ce débat. Christophe Herry, peut-être répondre sur ce point et conclure. Vous avez 2 minutes. Il y a une réalité, c'est que les conseils d'installation ont été tout simplement positionnés aux 2 samedis qui suivaient le premier tour et le deuxième. C'est logique, c'est la règle institutionnelle. Il y a d'autres lieux sur Pont-de-Clé Non, il n'y a que le foyer municipal qui permet ce rassemblement-là, parce que c'est le premier conseil de la mandature. Comme ça, c'est toujours fait. Comme ça, c'est toujours fait à Pont-de-Clé. Vous faites rentrer les Pontois à l'amphithéâtre. Rien ne vous oblige à le faire le 21. Écoutez, je croyais que c'était une carte blanche. Oui, c'est vrai. Il faut avoir le respect quand même des personnes. Vous voyez que vous ne respectez pas les règles. Vous ne savez pas les respecter. J'étais encore dans le débat. Vous savez, oui. Non, moi je dis simplement qu'en 2014, nous avions présenté nos propositions et finalement, en confiance, nous les avons réalisées. C'est-à-dire ce qui a été fait, ce qui a été dit a été fait. Nous, notre parti, c'est Pont-de-Clé. Et notre action, c'est Pont-de-Clé. Résolument pour Pont-de-Clé. 100% pour Pont-de-Clé. Comme toutes les listes. Je ne vous ai pas coupé, Madame Torres. Encore une fois, si vous aviez voulu le dire, vous aviez qu'à le dire. Le problème, c'est que c'était pas c'est pas à ce moment-là. Vous voulez le respect de la parole, vous ne savez même pas le faire vis-à-vis de moi. Donc moi, simplement, ce que je veux dire, c'est que nous travaillons depuis quasiment 2 ans sur ce projet. C'est une liste qui s'est constituée. La liste constituée par Simone Torres comme Julien Dussart, c'est le jeu des 7 familles, en fait. Vous avez le père, la mère, le père, la fille, vous avez le cousin et l'oncle. Donc évidemment, tout ceci, si c'est ça, redonner la parole aux habitants, avec finalement un certain nombre de clans familiaux que l'on peut retrouver ici ou là, laissez-moi m'exprimer simplement. Nous, ce que nous disons simplement, c'est que finalement, en confiance, nous proposons 100 propositions, tout simplement qui permettront à la fois de renforcer nos services publics sur Pont-de-Clé, mais aussi de passer la ville dans la transition énergétique. Vous avez très peu parlé de transition énergétique. Aujourd'hui, ce n'est pas votre sujet, on le sait, mais nous voulons véritablement aider les habitants à passer dans la transition énergétique. Donc voilà, moi j'invite évidemment les Pontois tout simplement à nous faire confiance, parce que nous sommes la liste tout simplement de la confiance. Eh ben merci à tous les deux. On suivra avec attention les résultats de Pont-de-Clé le 15 et 22 mars. Télégraphe sera en direct d'ailleurs de la préfecture pour 2 soirées spéciales à partir de 19h30. On continue, on vous invite tous les deux à venir commenter les résultats et l'actualité politique locale. Et puis on aura encore un débat sur notre antenne. Le dernier, on a choisi de terminer par Grenoble. Je pense que ça vous intéressera également. Ce sera mardi prochain, mardi 10 mars à 21h pour la première diffusion. Un débat qu'on montera en partenariat avec la chaîne parlementaire publique
Sénat et qui sera également diffusée donc sur une antenne nationale mardi 10 mars. Merci à tous les deux de vous être prêtés au duel. Merci et beaucoup. puis on se retrouve très vite pour suivre l'actualité des municipales.